Nous donne le top départ. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui nous font le plaisir d'être dans la salle. Effectivement, parler devant un public, c'est toujours mieux que de parler devant une seule caméra. Mais bonjour à toutes celles qui sont, ceux et celles qui sont aussi devant leur écran d'ordinateur et qui nous rejoignent lors de cette conférence. Alors, cette conférence pour intituler dans le cycle que nous avons initié, sortir de crise, la CGT et la Seconde Guerre mondiale. Nul ne l'ignore ou ne le conteste, le syndicalisme traverse actuellement une crise qui est durable. Pour tenter d'éclairer ce phénomène, l'Institut d'histoire sociale de la CGT a décidé d'organiser un séminaire intitulé « Sortir de crise, les mécanismes de résolution des crises syndicales au cours de l'histoire », qui reprendra en totalité 7 conférences. 3 ont déjà eu lieu, et vous pouvez d'ailleurs les découvrir ou les redécouvrir sur le site de l'IHS. Il y a eu la crise de 1908 avec Jérôme Beauvisage, qui était une crise de direction. La crise liée à la Première Guerre mondiale, qui a été présentée par Jean-Louis Robert. Et puis la scission de 1921 jusqu'à la réunification de 1936, présentée par André Narissel. 4 sont à venir, donc sur la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, avec Daniel Tartakovsky, sur la scission de 1947, qui aura lieu avec Éliane Bresson. Et puis, nous aurons une conférence sur les dockers et métallurgistes avec Michel Pigenet et Vincent Gué. Et enfin, nous aurons une conférence sur les années 80-90 avec Maryse Dumas. Pour chacune de ces conférences, l'objectif est double. D'abord, examiner la crise en question et définir les singularités. Puis, dans un second temps, étudier ce qui a été mis en œuvre par les syndicats pour en sortir, tenter de mettre à jour quels ont été les ressorts du rebond qui a suivi. Pour traiter cette crise majeure que fut la Seconde Guerre mondiale, nous devons tout de suite penser à Daniel Tartakovsky. Vous connaissez certainement tous Daniel. Elle est historienne, spécialiste de l'histoire des mouvements sociaux, professeure émérite à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et elle fut présidente de cette même université entre 2012 et 2016. Daniel est aussi membre de notre conseil scientifique. Nous collaborons régulièrement et depuis très longtemps avec Daniel. Je voulais d'ailleurs en profiter pour la remercier, car c'est toujours très favorablement qu'elle répond à nos sollicitations dans un agenda qui est souvent chargé. Je ne reviendrai pas sur toutes les collaborations, mais citons tout de même l'important colloque que nous avions organisé avec elle et Michel Margueras, intitulé « Le syndicalisme sous la botte », dont était issu un ouvrage « Le syndicalisme dans la France occupée ». Daniel a écrit de nombreux ouvrages, j'en citerai au moins 2 que vous trouverez sur la table de presse, pour ceux qui sont présents avec nous. L'État des tricotés, qu'on a dirigé avec Michel Margueras, et puis l'histoire des mouvements sociaux en France, qu'elle a co-dirigé avec Michel Pigenet. Bon, nous allons sans tarder entrer dans le cœur du sujet. République assassinée, régime autoritaire du maréchal Pétain, collaboration et résistance marque la Seconde Guerre mondiale, période de grande souffrance. Comment la CGT a-t-elle traversé cette crise? Comment a-t-elle agi pour y faire face? Quels furent les ressorts du rebond spectaculaire qui a suivi la guerre? Ben voilà, maintenant, je laisse les commandes à Daniel qui va nous expliquer tout cela. À toi. Merci pour toutes ces gentillesses. Bon, Gilbert vient d'évoquer les 3 précédentes interventions. 2 des interventions, celle de Jérôme Beauvisage et celle de André, évoquaient une sortie de crise interne à la CGT, dont la seconde, qui avait déjà été... La seconde s'achève par une scission larvée dans la séquence qui avait été abordée dans l'entre-deux par Jean-Louis Robert, dès lors que la séquence abordée par Jean-Louis Robert posait centralement la question de la poursuite ou non de la politique de présence de la CGT dans les affaires au sein du gouvernement, et par là, de la nature redéfinie ou non du syndicalisme. Alors, la crise dont il est question aujourd'hui est beaucoup plus complexe, et c'est peut-être pas par hasard si on a eu quelques difficultés
à caler les dates, non pas les dates de la conférence, mais les dates qui étaient concernées par le contenu de la conférence, avec des textes qui étaient un peu contradictoires dans le bulletin et puis dans la demande que David avait formulée. Ce n'était pas une erreur, c'est que la crise dont il va être question, c'est une crise complexe parce qu'elle conjugue 4 crises intriquées. Et intriquées selon des chronologies variables. Premièrement, chronologiquement, une crise interne du syndicalisme, deux des conférences précédentes, avec la scission de fait de 1939, crise interne du syndicalisme qui anticipe la crise globale. Deuxièmement et troisièmement, je dirais en même temps, mais c'est quand même 2 crises distinctes, une crise nationale, du fait de l'occupation, de la défaite et de l'occupation à géométrie variable, mais néanmoins de l'occupation du territoire national, et une crise politique du fait du suicide de la Troisième République, crise nationale et crise politique, 40-44, qui amplifie la crise interne au syndicalisme, en tout cas dans un premier temps. La crise interne au syndicalisme. Et puis, quatrièmement, mais tout ça c'est en même temps, une crise sociale qui est inhérente à toute guerre, mais qui est évidemment amplifiée pendant cette guerre-là, à la différence de 14-18, par l'occupation et par le poids de l'occupation sur l'économie française et par là sur la vie quotidienne, notamment la vie du monde du travail. Alors, pour le courant Belin, la scission 39 de fait et l'État français, réponse au suicide de la Troisième République, sont précisément perçus comme des facteurs d'une sortie de crise. Ça y est, c'est terminé, je peux m'en aller. Sortie de crise, par quoi il faut entendre, pour le courant Belin, la liquidation du rapport des forces syndicales né de 1936, la liquidation d'un régime parlementaire vécu comme un frein au développement économique et social de la France, et pour le courant Belin, et ça explique évidemment la participation de Belin au gouvernement de Vichy, nonobstant l'occupation, le régime de Vichy apparaît comme l'instrument de la mise en place d'un État modernisateur de nature à redéfinir la place du syndicalisme, et on est sorti de la crise, malgré l'occupation. Mais néanmoins grâce à l'occupation, si je veux dire. Bon, pour les unitaires, et dans une chronologie et des modalités beaucoup moins évidentes pour la tendance jour, la question de la sortie de crise doit s'entendre par référence aux 4 dimensions intriquées que je viens d'évoquer. Crise du syndicalisme, crise nationale, crise politique et crise sociale. Il s'agit donc, encore une fois dans des formes et avec des chronologies qui diffèrent singulièrement de l'un à l'autre, mais je vais y revenir, d'agir précocement, précisément pour mettre en crise ce qui, pour le tournant Belin, est perçu comme une sortie de crise et comme la France moderne enfin advenue. Bon, malgré ces différences qui ne sont pas négligeables, entre le courant Belin d'un côté et les autres, même s'il y a des différences, encore une fois, entre les ex-unitaires et le courant jour, dans le colloque qu'on avait organisé avec Michel Margueraz sur le syndicalisme sous Vichy, les différents intervenants avaient bien mis en évidence que les 3 composantes de l'injouau unitaire, les 3 composantes du syndicalisme interviennent selon des formes, il est vrai, distinctes sur la question des salaires, sur la question de l'emploi, sur la question des conditions de vie et de travail, bref, sur ce qui fait le socle du syndicalisme. Et avec évidemment des formes très différentes qui peuvent aller du côté de la grève des mineurs de 1941 et qui peuvent, et tout au contraire, dans le courant Belin, des interventions qui passent par des recherches d'appui institutionnel et par un jeu sur les contradictions entre le patronat, l'État, les Allemands, et à la faveur de ce jeu sur les contradictions, des capacités à marquer des points sur le terrain social. Ce qui nous avait amené à conclure, s'agissant de ce colloque, que dans cette crise majeure du syndicalisme, ce n'était pas le fait syndical qui était atteint, si par fait syndical on entend la capacité d'intervenir pour défendre les conditions de vie et de travail des travailleurs, mais un certain type de syndicalisme, le syndicalisme de 1936, caractérisé par le renforcement du confédéral,
par l'unité, par la croissance des effectifs et par les luttes et conventions négociées. Je voudrais souligner que avant d'en venir à mes différentes parties, que la dissolution des confédérations par le régime de Vichy, l'adoption de la Chambre du travail, même si ça reste quelque chose de morné au total, le passage de Frachon et de nombreux dirigeants unitaires dans la clandestinité, l'éclatement du territoire suite aux conditions de l'armistice et aux différentes zones avec des statuts différents au regard de l'occupant, vont constituer de bout en bout des facteurs de morcellement. Donc on a des morcellements politiques, hein, Belin, Jouot, militaire, mais par ailleurs, du fait de tout ce que je viens d'évoquer, un morcellement dans la construction en acte de la mise en crise de ce qui, pour la tendance Belin, se donne pour une réponse advenue à la crise des années 30. Donc, cette période, 40-44, va être marquée parce que Michel Pichenet avait qualifié, je crois que c'était dans le colloque Vichy, il y a une conscience de place, une conscience de territoire qui va marquer l'action des syndicalistes et des syndicats, qui en tant que syndicats continuent à exister, dans leur action et qu'on va voir à l'œuvre dans les différents éléments que je vais aborder maintenant. Alors, deux grandes parties. Une première partie où on va voir ce qui se passe sous le régime de Vichy, dans la France occupée. Et vous allez voir que le problème de la chronologie est complexe, c'est que je ne sais pas quand je m'arrête. Hein. Et une deuxième partie, donc, qui portera sur la France libérée. Et là, de quelle crise parle-t-on? Et donc, de quelle sortie de crise parle-t-on? En sachant que je ne dois pas marcher sur les pieds des lianes, qui parlera de 47, mais là encore, la jonction entre les deux n'est pas évidente. Bon, sous le régime de Vichy et dans la France occupée, il va s'agir pour les syndicats, et maintenant quand je parle de syndicats, je parle de la tendance Jouot et plus souvent des unitaires, donc et où, mais je préciserai, et je laisse tomber Belin, c'est réglé, puisque pour eux, il n'y a plus de crise. Pour la tendance Jouot, donc comment fait-on pour mettre en crise le régime de Vichy le plus bon, c'est-à-dire les crises 2 et 3 Bon, pour la tendance Jouot, je rappelle que Jouot est assigné à résidence, mais qu'à la différence de Frachon, il n'est pas clandestin. Il inscrit la démarche de la CGT dissoute en tant que confédération déconfédérée dans une démarche légale via les syndicats légaux et il est hostile à la lutte armée menée par l'intervention des syndicats dans la lutte armée. L'action résistante spécifique des confédérés, elle existe, mais cette action résistante spécifique, je ne dis pas de la confédération, je dis des confédérés, quand elle se mène et là où elle se mène par le biais du MLN. Je rappelle que 3 membres du bureau, 3 membres confédérés du bureau de l'ex-CGT participent à la fondation de Libération Nord avec des actions qui sont principalement des actions de renseignement et de sabotage, ceci n'étant rien honteux, mais se situant, il y a une stricte, je dirais, séparation des genres et des acteurs. Pour les ex-unitaires qui s'inscrivent dans la nébuleuse Front National, avec, s'agissant des individus, une très fréquente double appartenance Parti communiste, CGT ex-unitaire, ils s'inscrivent dans des différents modes d'action qui peuvent relever du Front National, qui peuvent relever de la CGT, qui peuvent relever du parti, qui peuvent relever des mouvements de femmes, s'agissant des femmes, à partir de données fonctionnelles. Il y a un brouillage des appartenances. Ça n'est pas parce qu'on est un ex-unitaire qu'on est élu syndical, parce qu'on serait un communiste dissous, qu'on mettrait la lutte armée. C'est en fonction de la place qu'on occupe et je dirais, des capacités qu'on peut avoir à engager, à trouver des liens avec telle ou telle forme de résistance, qu'on est ou qu'on n'est pas clandestin, qu'on est amené à mener tel ou tel type de pratique, encore une fois en sachant que c'est souvent à la fois un communiste et un ex-unitaire. Donc il y a un phénomène de cloisonnement des pratiques
et d'intervention fonctionnelle dans des formes de résistance qui peuvent prendre une dimension plus directement syndicale pour ceux qui ne sont pas passés dans la clandestinité, et qui sont dans les boîtes, effectivement, et qui peuvent aller jusqu'à la lutte armée. Alors, Frachon, dans la clandestinité, souligne l'absolue, en permanence, l'absolue nécessité de l'action syndicale. De cette action syndicale dont on a bien vu dans le colloque, encore une fois, sous des formes très complexes, elle est là. D'où l'articulation initiée par Frachon, mais mise en œuvre sur le terrain, de l'action des comités populaires et de l'action dans les syndicats légaux, action dans les syndicats légaux qui n'est pas sans rencontrer des réticences de la part d'un certain nombre de militants. C'est ce que rappelle Frachon dans un entretien à la VO clandestine de mars 1944 que je vais citer à différentes reprises. Bon, évidemment, dans l'esprit de Frachon et dans l'action de Frachon, dans les directives de Frachon, si ce mot a un sens dans la conjoncture où on est, ce n'est pas incompatible avec la lutte armée, ce n'est pas incompatible avec la question des FTP, mais s'agissant des responsabilités spécifiques des syndicats et donc des syndiqués et du syndicalisme, il faut, selon Frachon, et c'est en substance l'entretien de mars 1944, non, ça c'est pas le mars 1944, mais c'est des conclusions que Jacques Giraud a tirées de sa lecture fine des différentes archives, éviter, j'allais dire des actions de franc-tireur, mais évidemment le mot est maladroit parce que FTP, enfin des actions hors de tout cadre stratégique qui pourraient être coûteuses en vie humaine. Donc, lutte armée, oui, mais il faut savoir où on met les pieds et avec qui on met les pieds. On ne part pas à la chasse au tigre en race campagne. Hein. Mais en même temps, ne pas attendre le jour J, là il s'agit bien de la lutte armée, cette fois-ci je cite dans mars 1944, Frachon, l'insurrection nationale ne provoquera pas la naissance spontanée d'organisations ni de combattants acquéris, c'est au contraire du combat quotidien de ces organisations du combat quotidien de ces organisations, excusez-moi, que naîtra l'insurrection nationale. Donc, pour Frachon, il y a un continuum. Il y a un continuum des pratiques qui est à chercher de façon fine. Et donc, la sortie de crise, elle passe dans l'action au quotidien. Il n'y a pas le jour J où on sort de la crise. Elle passe dans ce continuum politique, cette action au quotidien, sur les terrains qui sont les terrains spécifiques à chacun, à partir de la place qui est la sienne dans une France qui est complètement éclatée et avec des pratiques qui sont cloisonnées. C'est dans ce cadre-là que va s'opérer réponse à la crise numéro 1, crise interne au syndicalisme, le processus de réunification, avec là encore des stratégies confédérées unitaires qui sont initialement parfaitement divergentes, puisque dans un premier temps, donc initialement, les confédérés sont à la recherche de recomposition d'ampleur au sein du syndicalisme français, avec, automne 40, le manifeste du syndicalisme français qui est signé avec 3 dirigeants de la CFTC, donc 9 dirigeants de la CGT. Quand je dis CGT, je ne répéterai pas à chaque fois confédéré unitaire, hein, je crois que vous voyez à chaque fois. Donc 9 CGT, 3 CFTC, avec, on s'oppose à la charte du travail, enfin, c'est pas encore la charte du travail, on s'oppose aux positions du gouvernement de Vichy et notamment à la dissolution des confédérations, mais maintenir l'essence du syndicalisme, et puis 42, toujours quand même dans cette même perspective de recomposition profonde, la tentative très éphémère, mais tentative quand même, du mouvement ouvrier français, le MOF, hein, de Yvon Moranda, avec l'appel au 1er mai 1942, qui permet à De Gaulle, d'ailleurs, pour la première fois, de prendre en charge la date du 1er mai pour réaliser des manifestations patriotiques. Enfin, en même temps, c'est le lieu de convergence qui se dessine, mais de façon complexe et avec de la part des confédérés une orientation qui est plutôt du côté de la CFTC que du côté des ex-unitaires. Mais en même temps, des évolutions qui s'engagent dès après la grève des mineurs de 1941, des contacts exploratoires sont pris dès mai 1941, donc au milieu des deux événements que je rappelais il y a un instant, où Frachon est représenté par Langlois et Bontemps. Ces contacts exploratoires deviennent des contacts officiels 22 septembre 1942. Sémat rencontre Jouot et transmet officiellement à Jouot la proposition de Frachon, qui est de reconstituer l'unité sur les bases de 1939. Et donc là, on sortirait évidemment de ces tentatives de recomposition autres que j'évoquais il y a un instant. Le principe en est acté, nous sommes en septembre 1942.
Mais entre le moment où le principe est acté et le moment où on passe à l'acte, dans une France, quand même, des choses ne sont pas simples. Des mois se passent, et donc l'accord du Péreux, vous le savez, avril 1943, signature des accords du Péreux qui ne règle pas tout. Je ne dis pas que ça ne règle rien, mais qui ne règle pas tout, dès lors que les approches des uns et des autres au regard des modalités de la sorte de ce qu'ils désignent comme une crise, aspect 2 et 3, national et politique, et oui, politique, sont marqués par des différences. Alors, divergences. Je reprends l'interview de Frachon en mars 1944. Il a fallu batailler, donc je cite, pour obtenir que la CGT illégale, c'est les confédérés, manifeste son activité sur le sol même du pays. Les travailleurs ne connurent comme manifestation confédérale, donc c'est tous les ex-confédérés, que les interventions de Buisson à Radio Londres. C'était notoirement insuffisant pour créer une atmosphère de rassemblement, et ce furent quelques mois perdus. Bon, c'est en mars 1944, donc la France est toujours occupée, toujours en guerre évidemment. Bon, alors, malgré tout, des avancées, des actions communes qui s'amorcent puisque se développent autour d'actions du STO, qui marquent indéniablement dans l'entrée en lutte sur le terrain un moment tournant, qui se manifestent plus précocement dans les UD, les UL, que dans les syndicats. On avait montré avec Michel dans le colloque que théoriquement et dans la logique de la charte d'Amiens, pas de confédération, mais pas non plus d'UD, pas non plus d'UL, puisque c'est des lieux de montée en généralité, c'est des lieux d'élaboration d'objectifs communs. Il y a eu un flou de bout en bout qui est resté sur les UD et les UL, avec des situations très différentes d'une région, d'une ville à une autre, et en tout cas c'est dans des UD et dans des UL que s'amorce le processus de réunification effective, par-delà le texte des accords du Péreux. Au printemps 1944, la totalité des organisations locales sont reconstituées dans l'unité, et donc on peut considérer que la sortie de crise crise syndicale, elle est réalisée avant août 1944. J'ajoute que mai 1944, donc c'est les MZO, se crée un comité d'entente CGT, unifié donc, CFTC, qui se crée à Paris, parce qu'on peut faire ensemble, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, une seule action commune qui sera la mise en place d'une commission de reconstitution syndicale qui est chargée d'établir des règles générales en matière d'épuration et de reconstitution des organisations et cadres syndicaux. Ça sera en juillet 1944, ce sera la seule action commune qui émanera de ce comité avec la perspective à un temps imaginé d'une réunification globale ou d'une unification, c'est possible, globale du syndicalisme. Dans cette phase donc, du printemps 1944, une poussée des luttes sans excès, je vais parler du STO, mais on voit des luttes plus importantes sur le terrain d'entreprises, notamment dans la métallurgie, en région parisienne, un certain nombre de grèves qui quelquefois aboutissent à des succès. Alors les succès, c'est les tickets de rationnement et c'est quelquefois les salaires, hein, c'est pas tout à fait rien. Bon, ce travail mené, ce double travail à la fois en termes de socle syndical de réunification, contribue à ce que la CGT puisse s'affirmer comme un acteur de premier plan dans la construction de la sortie de crise en tant que, j'entends là, occupation et Vichy. Avec inscription de la CGT réunifiée cette fois-ci dans les instances politiques de la résistance, présence de Saillant pour la CGT et de Tessier pour la CFTC au sein du CNR, mai 1943, le rôle non négligeable de la CGT dans l'élaboration du programme, de la charte du CNR dont les deux confédérations vont être signataires, avec, c'est important, dans la charte du CNR, la double temporalité qui montre bien que la question de la sortie de crise s'inscrit dans une chronologie complexe, puisque la première partie du texte mesure à prendre pour terminer la guerre. Bon, là, on est dans la sortie de crise comprise comme la France occupée et gouvernée par Vichy.
Deuxièmement, mesure à prendre après la libération du territoire. Donc la crise n'est pas terminée et il faut engager un processus qui donne finalement à la notion de crise une dimension nouvelle, puisqu'il s'agit d'apporter des réponses structurelles dans la France d'avant, d'une certaine manière, cette France d'avant qui a mené au risque du fascisme de 1934 et qui a mené à la guerre. Alors, cette affirmation de la CGT comme acteur de premier plan est déclinée localement avec une spécificité parisienne à Paris où le syndicalisme, les syndicats ou le syndicat ou les syndicats parisiens vont jouer un rôle moteur dans la construction d'une structure et le développement d'action, alors que dans la plupart des villes de province, c'est le Front National, dont la CGT est partie prenante, mais c'est le Front National qui est l'acteur de premier plan. Alors à Paris, donc juillet 1943, l'Union des syndicats de la Seine, donc avec Tollet, reprend à son compte une idée qui avait été préalablement formulée par Jean de Voguet, qui consiste à mettre en place une organisation en vue de l'insurrection. Un courrier est adressé au mouvement de résistance parisien pour qu'il se place à la disposition du CNR afin d'œuvrer à la constitution d'un comité régional parisien de coordination des mouvements de résistance, qui va prendre nom au CPN, le Comité parisien de la libération, qui se décline avec les comités départementaux de libération et les comités locaux de libération, CTL, CLL, qui doivent, à Paris et ailleurs, mais sous d'autres formes, prendre en charge les tâches de la résistance, préparer la libération, participer à la désignation des personnes qui seront chargées d'assumer l'administration dans les départements libérés. Pour la CGT, pour le Parti communiste, pour le Front National, le comité, enfin le CPL, doit subsister en tant que force de combat, de rassemblement. Il est conçu, je cite, comme un garant moral et politique, tandis que les assemblées qui seront réélues s'occuperont de l'administration. Donc on est dans la perspective de ce qu'on a pu qualifier de, je dis bien dans la perspective, de ce qu'on a pu qualifier de dualité des pouvoirs. Mais, j'ai bien dit perspective, puisque immédiatement, ordonnance du 21 avril 1944, ordonnance qui légalise les comités départementaux de libération et les comités locaux de libération, tout en précisant qu'ils devront disparaître après les élections cantonales pour laisser la place aux conseils généraux. Donc c'est la source de contradiction ultérieure, puisque nous sommes en avril 1944. Attendez voir. Il n'en demeure pas moins que ces comités, à toute échelle, jouent un rôle majeur dans la préparation et dans la mise en œuvre de la grève générale insurrectionnelle dans les villes où elle a lieu, et notamment évidemment à Paris. C'est-à-dire que à partir du printemps 1944, le syndicalisme, la CGT, est intégré dans une CGT réunifiée, est intégré dans une stratégie globale, globalisante, qui se veut globalisante, dans le cadre d'institutions qui se veulent également globalisantes et qui sont susceptibles de peser à divers titres sur le rapport de force. Cette dimension globalisante de la stratégie, cette dimension globalisante des institutions, j'entends par là les comités départementaux, etc., n'exclut pas la persistance d'un profond morcellement. Et on va voir que le fait que pendant 4 années, on a eu un phénomène d'éclatement des structures, de diversité des statuts territoriaux, zone occupée, zone interdite, zone sud, qu'on ait eu des modalités distinctes de libération, des villes qui se libèrent elles-mêmes ou des villes qui sont libérées par l'action conjointe des forces de résistance nationale ou des alliés, ou les villes qui sont libérées par les alliés tout seuls, ça donne évidemment des configurations très différentes, va complexifier les modalités d'action dans ce cadre pourtant réunifié d'un point de vue organisationnel et unifié d'un point de vue politique. J'en viens à ma deuxième partie, il y en a que deux en tout, sur ce que De Gaulle qualifie de retour à la légalité et qu'est-ce que signifie la notion de sortie de crise une fois qu'on est revenu à la légalité. Alors, pour le général de Gaulle,
la constitution du gouvernement provisoire de la République française, GPRF, et son retour en France et l'installation de GPRF en France met un terme aux crises, à la crise numéro 3, crise politique, et se donne les moyens de mettre un terme à la crise numéro 2, à son préoccupation, puisqu'il faut mener la guerre jusqu'à son terme. Vous savez que c'est un processus long, puisqu'il faut près d'1 an pour que la totalité du territoire soit libérée et que l'Allemagne soit définitivement vaincue sur tous les fronts. Bon, quoi qu'il en soit, pour De Gaulle, dès le 1er septembre, réinstallation de GPRF à Paris, l'État rentre chez lui. Hein, je cite de mémoire. Bon, l'État, c'est moi, mais l'État rentre chez lui. Et c'est cet État rentré chez lui, tout dans les ministères, etc., hein, c'est Paris, qui est en charge de finir la guerre. Donc la France est globalement une sortie de crise. Merci. Dès le 27 juillet, le GPRF a annulé la charte du travail, a annulé le statut des corporations, a rétabli les syndicats dissous dans leurs droits, parce que là, il y a un retour à la normalité, l'égalité et normalité. Pour la CGT, le Front National, le Parti communiste et les autres mouvements de résistance, la sortie de crise dans sa complexité suppose, certes, que l'État soit rentré chez lui, mais suppose de mener l'épuration à son terme, et ça, c'est les éléments qu'on a dans la charte du CNR, suppose de lutter pour l'indépendance nationale, ça, c'est pas dans la charte du CNR, parce que c'est des conditions de libération désormais menacées, en tout cas, qui pourraient bien être menacées par les Alliés. Ça suppose également de modifier en profondeur le système économique et politique, dont le fascisme et la guerre ont été les conséquences. Donc, poser concrètement, mettre en œuvre, mettre en acte, cette véritable démocratie économique et sociale, selon les termes absolument essentiels de la charte du CNR. Je dis toujours que dans l'expression, les mots importants, c'est véritable, économique et social. La démocratie est là depuis 1881, mais précisément, elle est là avec les limites qui ont été les siennes. Et véritable démocratie économique et sociale, ça veut dire redéfinir la citoyenneté et des formes de redéfinition qui donnent une place sans précédent au syndicalisme dans ce que sera cette démocratie nouvelle. Ça pose évidemment la question de savoir quel lien cette véritable démocratie économique et sociale entretient ou entretiendrait, ou n'entretient pas, avec le capitalisme. Donc, c'est le problème de la transition, problème théorique, mais problème théorique qui est posé et débattu au sein du Parti communiste, mais qui n'est pas débattu en tant que tel dans la CGT. C'est en pratique que la CGT intervient sur cette question de l'articulation complexe entre ces données. Alors, je crois qu'il y a 3 temps dans la deuxième partie. Je vais voir d'abord comment la CGT, tout va normal, s'inscrit dans une politique de reconstruction nationale. Au plan national, donc une participation sans précédent du syndicalisme français, escomptée par Jouot en 1919, hein, mais le problème, c'est qu'en 1919, Jouot, il n'a pas d'interlocuteur. Il n'a pas d'interlocuteur ni du côté du patronat, ni du côté de l'État. Bon, là, dans une conjoncture qui n'est pas la même, compte tenu du rapport de force et compte tenu du rôle, du poids qui a été issu du mouvement syndical dans la résistance, une participation sans précédent à la reconstruction nationale, qui n'est pas synonyme de participation aux accords de la nation. Il ne s'agit pas de participer, hein. Il s'agit bien d'être un acteur de premier plan dans quelque chose à construire. Avec présence de Saillant à la présidence du CNR septembre 1944, avec à cette même date l'appel de la CGT à la bataille de la production comme modalité d'une sortie de crise permettant d'assurer l'indépendance nationale et en même temps de répondre à la crise sociale. C'est de 3 et 4, les 4 crises. Bon, il s'agit pour la CGT, c'est des bouts de citation, d'achever victorieusement la guerre, de reconstruire notre économie, et je cite, la bataille de la production est aussi importante que d'avoir gagné la guerre. Cette bataille de la production et cette stratégie se prolonge printemps 1945 avec la bataille du charbon, bon, avec, vous savez, des succès
très divers, ce n'est pas de la faute de la CGT, hein, mais globalement des succès limités en matière économique, puisqu'en septembre 1946, l'indice de la production industrielle est de 87%, indice 100 en 1930, et qu'en mars 1947, quand commencera l'intervention des Liliane la prochaine fois, c'est en chute à 85%. Donc on fait ce qu'on peut, mais ça traduit bien ce désastre économique qui a été l'occupation, le poids de l'occupation. Alors, cette bataille de la production, cette bataille du charbon, ça n'exclut naturellement pas d'intervenir encore et toujours sur ce socle de la pratique syndicale qu'est la défense des travailleurs. Je rappelle, et d'une certaine manière, ça aurait pu être la fin ultime de cette sortie de crise. Le rationnement et le commissariat au rationnement ad hoc ne disparaissent qu'en 1949. Donc, de cette manière, aspect numéro 4 de la crise, essentiel du point de vue du syndicalisme, 1949, au moment où on rentre dans une toute autre phase, qui est celle de la grande croissance. Bon, mais à partir de ce cadre, non, pardon, attendez, je savais. Oui, ça, donc, excusez-moi. Donc, intervention sur le terrain syndical, mais qui s'opère sous des formes spécifiques dès lors que liées à la bataille de la production. En avril 1946, la CGT vote encore une motion de blocage des salaires, c'est-à-dire qu'elle agit, elle essaye d'agir, elle agit sur la question du ravitaillement, État, et pas sur la question du salaire, patronat, compte tenu de la nécessité de la bataille de la production. À cet égard, le tournant s'opère après les élections législatives qui écartent la perspective d'un gouvernement binaire au profit du tripartisme avec ses conséquences. Et c'est après juin 1946 que la CGT se prononce pour une augmentation de 25% des salaires qui sera obtenue lors de la conférence qui se tient en juillet, au moment où par ailleurs le CNPF se reconstitue. En sentant que l'heure est peut-être venue là aussi d'opérer un retour à la normale et de pouvoir réagir sur un terrain qui devient brûlant pour le CNPF, momentanément disparu de la scène pour des raisons que nous savons tous. Bon. Alors, dans ce cadre-là, s'opère localement, sur le terrain, un travail des syndicats, des syndiqués, qui vise à stabiliser le rapport des forces, qui est un rapport des forces qui est extrêmement mouvant, même si, encore une fois, le général de Gaulle a évidemment marqué des points en matière de retour à la normale sur le plan politique. Donc, comment stabiliser localement le rapport des forces? On va voir que ces batailles, ces actions, pour stabiliser le rapport de force, avec ce que ça nous dit d'ailleurs de la nature de la crise à laquelle on entend répondre, elles témoignent de différences notables. Alors, j'interviendrai sur deux points. Le premier point qui peut paraître un petit peu hors sujet, mais qui, dans la conjoncture, ne l'est pas, parce qu'il y a un brouillage des rôles et il y a un brouillage des fonctions, sur le terrain local, et puis ensuite sur le terrain des entreprises, et puis après, je retraverserai ces deux aspects. Bon, sur le plan local, on n'est pas dans le sujet, mais on est quand même dans le sujet, puisque et la CGT et la CFTC siègent ès-qualité, soit à la tête du comité parisien de libération, soit au sein des comités de libération. Alors, une fois l'insurrection terminée, une fois les villes libérées, le GPRF essaie, vous le savez, de les cantonner à un rôle strictement consultatif, voire moins si possible, avec là des situations différentes en fonction de la coloration politique et des orientations des différents commissaires de la République, donc des différences locales, en fonction de l'attitude des préfets, en fonction des relations entre les préfets et les commissaires de la République, donc nécessité de travailler région par région, voire ville par ville. Mais ces commissaires de la République et ces préfets peinent, ne souhaitent pas, pour certains commissaires de la République,
s'imposait donc une situation, encore une fois, où chacun se cherche et où on mesure les rapports de force. Les comités départementaux de libération assument parfois, dans certaines villes, le rôle des conseils généraux et désignent les premiers conseils municipaux avant les élections, mais encore une fois, des situations très différentes d'une ville à une autre, d'un département à un autre. Alors, à cet égard, il convient de revenir sur l'attitude très particulière des comités départementaux de libération et des comités locaux de libération dans un certain nombre de villes et de départements de l'ex-France du Sud. On ne dit pas France libre, je sais, c'est pas bien, mais des fois ça va plus vite. C'est-à-dire dans des départements ou des villes qui se sont libérés seuls, sans aucune intervention des Alliés. Alors évidemment, quand on se libère seul entre le 19 août et le 3 septembre sans aucune intervention des Alliés, sur le terrain, ça crée une situation un petit peu différente de la situation parisienne, de la situation des villes du Nord, les Alliés de Normandie, où les Alliés ont joué un rôle tout à fait déterminant. Et dans ces villes qui se sont libérées seules, 19 août, 3 septembre, je ne veux pas dire l'ennemi principal, mais enfin, disons que l'adversaire principal, disons pas l'ennemi, l'adversaire principal, ce n'est pas les Alliés, ils ne sont pas là, c'est le gouvernement provisoire et ses représentants, c'est-à-dire et ou le préfet et les commissaires de la République, alliés ou adversaires, ça, encore une fois, ça dépend. Alors, en septembre 1944, on a un certain nombre d'organisations, CDL, CLL, Haute-Savoie, Savoie-Drôme, Grenoble, Hautes-Alpes, Lyon, qui se réunissent au château de Vizille. Est-ce qu'ils ont voulu faire de la symbolique ou est-ce qu'ils étaient là, j'en sais rien. Donc, enfin bref, c'est quand même au château de Vizille. On est 3 jours après l'installation du GPRF à Paris. Ils se réclament d'une révolution structurelle dont l'impulsion ne viendrait pas de Paris. Et là, on a bien une opposition. Ce n'est pas Paris-Province, c'est la France du Sud et c'est Paris. Le journal La Libération publie Annecy, écrivant « Les révolutions ne viennent pas du haut, mais du bas ». C'est une page géographie. Et il y a le mot révolution. Le mot révolution qui est un mot d'usage pléthorique dans l'ensemble des mouvements de résistance dans le 45. Donc, qu'est-ce qu'on met dessous? C'est une question, enfin bon, on parle comme de révolution. Les mêmes, rejoints par d'autres, Saint-Étienne, Privas, Ain, Jura, Saône-et-Loire, se retrouvent à Valence le 22 septembre. Ils dénoncent les pouvoirs dictatoriaux exercés par certains commissaires de la République, par certains préfets, et ils envisagent une grève générale pour affirmer les rôles à perpétuer de ces instances qu'ils représentent. Ils se retrouvent encore en octobre 1944 à Avignon, dont le commissaire Yves Farge, qui est plutôt pauvre, mais qui est quand même commissaire, qui va donc gérer une contradiction, s'adresse à De Gaulle pour dire que ça serait peut-être pas mal qu'ils descendent et qu'ils s'adressent à eux de manière à construire à cette occasion le rapport de force. Bon, c'est évidemment mal connaître De Gaulle que d'imaginer qu'il puisse descendre pour discuter avec les comités régionaux de libération. Il envoie, et c'est assez malin, Saillant, qui est certes président du CNR, mais c'est quand même Saillant, donc c'est assez malin, et Dacier de la Bicherie, qui entendent les différents intervenants, les différents CDL, CLL, qui propose qui souhaiterait que les CDL soient représentés à l'Assemblée consultative et donc qui affirment le rôle politique qu'ils doivent continuer à jouer, y compris dans les rangs de l'Assemblée consultative. La réponse qui est faite par Saillant et Dacier de la Bicherie, je veux dire, ils sont mandatés, hein, c'est qu'ils n'ont pas à y être représentés puisque ces comités départementaux, ces comités locaux sont mandatés par des organisations qui sont elles-mêmes représentées, la CGT, donc ça ferait double emploi. Bon, ça ne répond évidemment pas à l'aspiration à la mise en place d'organisations qui localement auraient redéfini les modalités du politique. Peut-être que je me précipite un petit peu. Bon. 4e et dernière réunion, décembre 1944, tout le monde se retrouve à Paris, à l'hôtel de ville, et là, dans un rapport de force qui se modifie très très vite, les différentes instances votent une motion finale affirmant qu'ils n'ont pas l'intention de se substituer au pouvoir exécutif et pas j'ai tourné.
Dans les entreprises, bon, comme c'est bien connu, je vais aller plus vite que je voulais. Bon, dès septembre, le gouvernement a rappelé qu'aucune autorité ne peut, je cite, modifier les fondements du régime des entreprises, mais entre septembre et novembre, dans une centaine de sites mis en place de comités de gestion sous des noms qui peuvent se différencier. Ça peut être lié à des vacances du pouvoir à titre conservatoire dans des petites et moyennes entreprises, mais c'est plus souvent la volonté d'une prise du pouvoir. On chasse d'anciennes directions pour des raisons qui sont en général à la fois patriotiques, collaboration, et sociales, en général liées, mais sans entamer le droit de propriété. Il n'y a pas de prise de possession, il y a une prise de pouvoir, pas de prise de possession. Pro a montré que ça concernait environ une centaine de sites en France, avec parmi les plus importants, les Simon Lafarge, Marseille, bien sûr, Toulouse, Montluçon, Berliet, les usines Fougas, Béziers. Ce n'est pas un phénomène spontané, au sens où ce sont les organisations de résistance, donc les syndicats résistants, qui jouent un rôle majeur dans cette prise du pouvoir qui n'est pas une prise de possession, je le répète. Mais ce n'est pas non plus une décision systématique d'une instance unique, d'une instance confédérale. Si on à la base, je n'aime pas ces mots-là, dans les UD, là où les mouvements ont lieu, les UD en général soutiennent le mouvement. Au niveau confédéral, on euphémise. On euphémise, c'est-à-dire que Frachon s'abstient d'utiliser le terme de comité de gestion quand il parle de ces phénomènes, et il parle d'un puissant mouvement populaire, d'un magnifique effort de la classe ouvrière, toute chose qui par ailleurs est vraie, mais on voit bien comment c'est. Chacun se cherche. Donc on va faire dans un rapport de force qui est extrêmement compliqué à construire. Bon, malgré le septembre, le gouvernement accepte la création de comités mixtes à la production dans l'aéronautique, à la suite d'un accord qui est passé dans les usines d'aviation et accepté par Tillon. C'est étendu aux usines réquisitionnées de Marseille en mars 1945. Bon, ensuite, ça va progressivement se déliter, mais en janvier 1947, c'est-à-dire là où Eliane commencera, à peu près, il reste encore une trentaine d'usines qui sont administrées de façon exceptionnelle. Cette trentaine d'usines se réunissent dans une conférence des usines réquisitionnées qui est organisée cette fois-ci au plan confédéral par la CGT. Il faudra attendre septembre 1947 et là on est en plein dans la guerre froide des prix, c'est 1947, mais bien y reviendra, pour qu'une commission de liquidation soit mise en place par les pouvoirs publics qui engage le processus de remise aux anciens propriétaires des entreprises réquisitionnées sous différentes formes. Le processus étant achevé en mars 1948. Bon, sur cette question, il y a eu une thèse, qui est la thèse de Grégoire Madjarian, qui mettait l'accent sur le fait que ces réquisitions d'usines traduisaient une volonté de gestion ouvrière qui, si elle avait été soutenue par des relais politiques, aurait pu marquer le début d'un processus de mise à mal du capitalisme, donc une sortie de crise, je dirais, plus radicale que ce qu'elle a été. Il y a un ouvrage récent d'un collègue allemand qui bosse à Sciences Po, qui a été publié en anglais, il s'appelle Gerd Renner-Horn, qui reprend un petit peu ça. C'est intéressant parce qu'il traite à la fois, c'est un petit peu lui qui m'a inspiré mon plan, je me suis dit que c'était malin de prendre des ensembles, il traite à la fois des CDL et des CLL, il traite des comités de gestion, il traite de la presse, donc l'émergence de la presse de libération, et puis ça très vite, là encore, retour à la normale, et il compare la situation française, italienne et un petit peu belge. Et il en conclut que la libération, à l'échelle de ces trois pays en tout cas, avec des situations très différentes, a été un moment de crise et d'opportunité, je le cite à peu près, hein, ayant ouvert brièvement la possibilité d'une variété de devenirs possibles dans les pays d'Europe occidentale. C'est à l'origine d'une expérience transnationale, caractérisée, dit-il, par une spirale de radicalisation de pratique, s'essayant à des formes redéfinies de politique, marquées par des formes d'autonomie à la mesure des rapports de force locaux, contre le fascisme et le capitalisme. Et là encore, on retrouve la dimension de radicalité plus grande
il est plus, enfin, il est plus nuancé que Madjarian. Il dit quand même la même chose. Bon, le bouquin de Madjarian, 80, mais c'est l'historiographie post-68. Hein. C'est clair que dans le bouquin de Madjarian, c'est une relecture de la libération au prisme des débats qui nous ont traversés et animés en 68. Le bouquin de Gerdon Renneron, bon, il est très contemporain puisqu'il vient de sortir, il est traversé par nos conceptualisations actuelles, c'est-à-dire qu'il parle de société civile, il parle de mouvement social, il parle de mouvements horizontaux et verticaux, il parle de phénomènes transnationaux. Donc, c'est des relectures, mais qui d'une certaine manière, pointent quand même l'existence d'un possible plus radical. Bon, il y a une condamnation des confédéraux chez Madjarian qu'on ne trouve pas dans ces termes-là. Il dit « je me garde bien d'eux », enfin quand même, dans le bouquin allemand. Bon, c'est clair que je ne veux pas dire c'est pratique spécifique. Je fais deux remarques. D'une part, elle participe d'un phénomène global. Maryse, quand on avait fait le débat sur les entrées en crise, tu avais fait une remarque très pertinente en disant ce qui est intéressant, c'est les sorties de crise. Donc, vous dites, voilà. Bon, c'est clair que, je dirais, dans chacune des grandes crises, 36, libération, 68, on retrouvera ces phénomènes. Quand admettons qu'on est sorti de la crise et que le rapport de force est stabilisé et qu'il faut savoir terminer une grève, comme disait l'autre. Hein, bon. Donc, ce n'est pas un phénomène totalement spécifique, même si évidemment il se situe dans un climat particulièrement complexe et où les contradictions sont particulièrement nombreuses. Mais par ailleurs, il me semble que bon, l'explication, le haut, le bas, grâce au sommet, même l'horizontal et le vertical, c'est extrêmement réducteur, ça ne nous dit rien. Ce qui me paraît très intéressant dans les deux cas, c'est qu'on est strictement dans la même géographie, c'est-à-dire que les usines réquisitionnées, c'est le midi de la France. Bon, les instances visibles à Avignon, j'en oublié une, c'est le midi de la France, c'est-à-dire cette France, encore une fois, où des villes, et par là même les entreprises situées dans les villes, se sont libérées seules, et où il y a eu historiquement pendant 4 ans un phénomène d'autonomisation du centre qui ne peut que produire des effets. Je veux dire, chacun agit ou réagit avec la pratique qui a été la sienne au prisme de 4 années, où encore une fois, il y a eu un morcellement et un foisonnement qui caractérise l'ensemble des pratiques en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le congrès de 45 de la CGT, on retrouve un petit peu en creux ce phénomène de cloisonnement qui a caractérisé les 4 années et qui a été caractéristique de la crise. Bon, et je m'appuie là sur l'étude que Pro avait fait du congrès, des effectifs de la CGT au congrès de 45. Bon, vous savez que ça vous rend toujours triste, puisqu'il a montré avec les capacités qu'on lui connaît que ce n'est pas 5 millions d'adhérents, mais que c'est 3 775 000. C'est-à-dire, dit Pro, à peu près autant que le Front populaire, mais moins qu'en 37. Indéniablement, influence et rayonnement de la CGT accru à la faveur de la résistance, mais cet accroissement de rayonnement qui lui permet de peser d'un poids déterminant dans le rapport des forces, y compris dans la construction du programme du CNR, ne se manifeste pas, ne se retrouve pas dans les effectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'analyse en détail. Les fédérations qui enregistrent la plus forte croissance, fonctionnaires des finances, économie nationale, administration centrale et armée, c'est-à-dire les lieux du pouvoir que Vichy et à la Libération sont amenés à jouer un rôle absolument déterminant et presque dire protégé par des formes différentes, selon qu'il s'agit de Vichy ou qu'il s'agit de la Libération. Croissance de Fédération d'agriculture, implantation des maquisards avec un rapport de force politique qui se traduit syndicalement, qui se manifeste donc avec cette croissance multipliée par 3 les effectifs Fédération de l'agriculture. Par contre, les fédérations industrielles peinent à retrouver leur niveau d'avant-guerre. Ce qu'ils appellent le groupe des ouvriers purs, c'est-à-dire le secteur privé, est en recul par rapport au Front populaire et passe derrière les ouvriers à statut. Bon, toujours le rôle de l'État, c'est un renversement qui s'opère. Et Pro dit que ça s'explique par la désindustrialisation qui a été provoquée par la guerre et l'occupation, par un recul global de la population ouvrière durant ces 4 années
d'occupation. Les bastions syndicaux résistant beaucoup mieux dans la zone sud, et là on retrouve notre géographie, que dans la zone nord, donc une géographie qui porte les cicatrices de la guerre, et ces cicatrices de la guerre, elles se manifestent encore une fois par ces formes d'action, je ne dirais pas qui divergent, qui sont à la mesure de ce qu'ont été les 4 années de guerre et les formes de la libération. Pro faisant remarquer que par ailleurs, cette sociologie renouvelée de la CGT coïncide exactement avec la géographie renouvelée du Parti communiste, où là encore, on a un parti qui devient moins ouvrier et plus agricole dans l'immédiate après libération. Bon, et il me semble, puisque finalement, moi, j'aurais du mal à conclure sur la date, je ne sais pas ce que c'est dire, quand est-ce qu'on est sorti de crise. S'agissant du syndicalisme, il me semble que la sortie de crise, ben, c'est aussi le moment où il y a reconstruction nationale d'un cadre de pensée et d'action par-delà ces phénomènes de cloisonnement qui ont caractérisé les 4 ans de guerre, en sachant que le moment où c'est en train de se produire, ça se télescope avec la guerre froide. Et alors là, on a des contradictions d'une autre nature, mais je renvoie ça à Eliane pour la suite. Dernier point, mais c'est très court. Ces différences, je préfère dire différences que divergences, n'exclut absolument pas, et finalement la disparition des CDL, CLL, le fait que, et le retour à la normale des entreprises réquisitionnées, n'exclut pas que dans le même temps se construisent cette fois-ci dans la durée, les éléments d'une sortie de crise, mais comprise comme une crise de la démocratie libérale des années 30. Alors, ce n'est pas la sortie de crise à laquelle Belin aspire, c'est la sortie de crise qui va permettre à notre État social de se mettre en place sous la forme d'un compromis social. Et on a donc évidemment deux définitions de la nature de la crise, et c'est à la crise des années 30 que la sortie de crise stabilisée va répondre. Bon, le gouvernement répond à tout ce que j'ai expliqué par la première vague de nationalisation par ordonnance, les mines, parce que s'ils n'avaient pas nationalisé très vite, ça pouvait être grave, avec le rôle de la CGT dans le CA, je ne développe pas, Renault. Il répond par la création des CIE, qui est une manière de contrebalancer certains acquis aujourd'hui, mais à la vécu, enfin, qui désarçonne et qui désappointe l'ensemble des composants de la CGT par rapport à l'espoir qui avait pu être mis dans les comités de gestion sous différentes formes. Je ne développe pas, c'est des choses que vous connaissez par cœur. Et les choses se stabilisent politiquement avec les premières élections et ce qu'elles traduisent du rapport politique, les municipales d'août 1945, dans la majorité des municipalités provisoires, les syndicats CGT majoritairement, mais CFTC aussi, ont plutôt joué le rôle de force d'appoint en se rattachant au bloc politique existant. C'est-à-dire qu'il y a des camarades syndiqués qui sont là, mais ils n'interviennent pas en tant que syndiqués, ils s'inscrivent dans les redéfinitions des forces politiques en place. Et après les municipales de 1945, ni la CGT ni la CFTC n'encouragent les syndicats à conquérir ès-qualité des sièges dans les mairies comme maire ou comme adjoint. Donc, encore une fois, il y a des militants syndiqués, mais ce n'est pas la CGT en tant que telle. Et là, on a bien un retour à la normale dans le partage des tâches classique qui a caractérisé le parti syndical en France. Au plan national, je n'ai pas pu résister, j'ai été faire un tour d'archives nationales, je ne me suis rien trouvé, mais j'ai trouvé un truc qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous en faire part. Bon, on sait que la CGT participe avec le Parti communiste, la SFIO, la Ligue des droits de l'homme, à la préparation d'un programme gouvernemental à mettre en œuvre, enfin, dans le prolongement du programme du CNR, mais qui devrait être la feuille de route de l'Assemblée législative qui sera élue, qu'ils ont des remarques à faire sur les modalités du scrutin, et donc ils demandent une entrevue à De Gaulle, et c'est Jouot qui est mandaté pour représenter le bloc des gauches auprès du général De Gaulle. Donc il y a une demande d'entrevue. Et De Gaulle répond, je cite, « J'ai été surpris de cette démarche de la part du secrétaire général de la CGT, que sa nature professionnelle, loi de 1884, ne serait aux yeux du gouvernement placée sur le même plan que les représentants d'organisations politiques.
pour ce qui concerne les modalités électorales, ce qui contrevient à la loi de 1884. Et De Gaulle refuse l'audience demandée par le comité des gauches et représentée par Jourot. Et alors, Montmousseau commande dans la Vie ouvrière. Le chef du gouvernement a oublié que l'un des secrétaires de la CGT est vice-président de l'Assemblée consultative et que Marcel Paul est ministre de la production industrielle. Je trouve que là, on a une belle coupe dans les contradictions sanitaires. Bon. Alors, les réformes structurelles vont se prolonger encore quelques mois sous cette forme nouvelle que sont les nationalisations par la loi et plus par ordonnance avec un contenu modifié du point de vue de la gestion. Je vous renvoie au code de la nationalisation parce que j'ai épuisé mon temps et qu'en plus, c'est plus tout à fait mon sujet, mise en place de la sécurité sociale. Et on peut considérer qu'au printemps 1946, c'est la fin des revendications structurelles et que le retour à la légalité et à la normale est opéré, en sachant que le retour à la normale, bien sûr, ça n'est pas le retour à la situation d'avant-guerre. Je crois qu'effectivement, ce retour à la normale, c'est la réponse structurelle, et qui cette fois-ci va marquer durablement le pays jusqu'au renversement des années 70, à la crise des années 30 et au combat théoriquement complexe engagé en 1936 face à la crise des années 30, parce qu'il y avait en même temps la crise antifasciste et la crise du libéralisme, et que 1945, donc la sortie de crise, c'est la sortie de crise du libéralisme par la mise en place du keynésianisme. Je vais encore me faire gueuler pour rentrer là. Et voilà. Mais vous voyez bien que la chronologie est complexe et que il faut savoir de quelle crise on parle pour savoir comment et quand on sort de crise. Pile une heure, je m'arrête. Parfait. Merci beaucoup. Vous voyez, un sujet qui paraissait simple au départ, voilà, n'est pas si simple que ça. Et, j'ai plus souffert que ce que je croyais. Avec un entremêlement quand même de crise et de conséquences de ces crises et de conséquences sur le syndicalisme. Je vous donne la parole. On va faire passer le micro. C'est ceux qui veulent approfondir, poser des questions ou faire des remarques. C'est à vous. La première, le premier, il là-bas le premier. Ceux qui sont en ligne, ils peuvent intervenir ou pas? Oui, mais oui, c'est ça. Bien, mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Christian Camille. Je suis dans l'Aille. Non. Et j'ai plaisir à vous écouter. Voilà, moi, ce que j'aurais aimé ouïr, c'est ce qui s'est passé en août 1944 ici, dans la banlieue parisienne. 1944, je sais que le 9, les ouvriers se sont réunis clandestinement dans l'arrière-salle d'un bar pour déclarer que, comme ils avaient les boches avec eux au boulot, eh bien, ils ne voulaient plus et que demain, ils n'iraient pas au boulot, ils feraient grève à partir du 10, justement. Et on a vu que, dans les faits, que cette grève des cheminots du site de Montrouge et d'Ivry ont amené les autres organisations qui s'étaient donc restructurées, comme vous l'avez expliqué, et ont amené les autres organisations à rejoindre le mouvement de grève qui avait été lancé le 10. Donc, il y a eu la police parisienne, il y a eu les instituts, il y a eu les PTT, il y a eu tout le monde s'est mis ensemble pour constituer un comité de grève qui, avec les FFI, ont réussi à nettoyer Paris
l'entrée du convoi que le général Leclerc allait prendre pour libérer Paris, soi-disant Paris. Donc, moi, ce mouvement-là de grève insurrectionnelle qui a été déclaré par la suite insurrectionnel, mais c'est vrai que moi, de loin, je vois qu'un monument a été fait à la gare d'Austerlitz. Moi, je ne l'ai pas vu en vrai, j'ai vu que des photos, hein. Mais je veux dire que c'est un mouvement important parce que ça a nettoyé quand même les boulevards et tous les francs-tireurs qui s'y trouvaient pour que tout le cortège de libération de Paris puisse entrer tranquillement, quoi. Je crois que ce mouvement-là, quand il s'est conclu par les troupes de l'armée qui rentraient comme ça, c'était bien, ça rentrait bien dans le mouvement du CNR, quoi. Et là, comme la CGT s'était reconstituée, c'est bien de l'honorer tous les ans. Parce que la CGT cheminote, M. Garel, qui est à côté, en est conscient, parce qu'il participe à la dépose d'une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, tous les 10 août, c'est pour refléter cet anniversaire-là. Et la CGT avait été honorée de la croix de guerre et de la Légion d'honneur avec les palmes académiques. C'est quand même bien. Moi, je pense que les hommes de cette époque-là étaient vraiment, avaient l'esprit révolutionnaire. Et j'en suis content. Merci. Merci. Maryse. David, si tu as des questions pour Facebook. Maryse, membre du bureau de l'IHS. Ça marche pas? Maryse Dumas, membre du bureau de l'IHS. C'est très intéressant et on aborde là des sujets qu'on n'a pas l'habitude de questionner. Moi, voilà, j'aimerais savoir si il y a une distinction qui est faite entre les villes qui se sont libérées par elles-mêmes et celles qui ont été libérées du fait de l'intervention des Alliés. Et par rapport à ça, de l'état des forces dans les comités, les comités populaires, etc., de la façon dont ils s'appellent. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y avait une tentative de cohérence, de positionnement, de proposition, d'action à l'intérieur de ces comités, ou bien est-ce que chaque ville se définissait par elle-même sa politique, c'est-à-dire quel rapport il y avait avec la stratégie confédérale, est-ce qu'il y avait un rapport ou pas, est-ce que la Confédération s'y intéressait réciproquement, est-ce que les militants de la CGT s'intéressaient à ce que disait ou pas la Confédération, et est-ce qu'entre les comités, tu as parlé de tentatives de les coordonner, je n'ai plus en tête le nom de la ville où ils se sont réunis, est-ce qu'il y avait une tentative de coordination des actions des militants syndicaux dans ces différents comités pour essayer d'obtenir les mêmes, enfin, des choses cohérentes, c'est ça. Ou bien est-ce que c'était laissé au simple partage des valeurs, des positionnements stratégiques de l'époque, voilà. Je sais pas, ma question est claire? Oui, oui, parfaitement. Deux mots sur les cheminots. Hein. Bon, enfin, merci de tes précisions. Je me suis contentée de parler de grève insurrectionnelle. On peut passer 1 heure, voire 2 heures sur la grève insurrectionnelle et à Paris et à Marseille. J'ai considéré que ça faisait partie des acquis et donc j'ai parlé d'autres choses. Mais bien évidemment, j'y reviens. Mais ce que je trouve intéressant dans ton intervention, c'est que faut quand même
on est en train de parler d'un pays qui est encore en guerre, où il y a des institutions vagissantes qui se remettent en place, et où les choses se nouent. Alors, parce qu'il y a comité parisien de la libération, etc. Mais où, malgré tout, on est dans des continuums. C'est là, c'est ce que disait Frachon en 1944. C'est bien dans les lieux où il y a eu par ailleurs des formes de mobilisation et des militants capables d'agir à partir du moment où il y avait une petite fenêtre d'opportunité qui se créait. Et ces petites fenêtres d'opportunité, elles permettent. Je veux dire, c'est pas presse-bouton, l'insurrection nationale. Pour tous se barricade, d'accord, mais il y a les affiches à ondes qui donnent le sens et qui donnent une image de la barricade. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce continuum pendant 4 ans, ce serait la phase 2 de Frachon qu'on aurait attendu la suite. Oui, bon, moi, ce n'est pas des choses que j'ai travaillé directement sur l'archive. Le bouquin de Horn, il a fait un retour sur les archives. La réponse à ta question, effectivement, c'est en l'espace de 2 mois et demi, effectivement, les 3 rencontres, ici, Valence, Avignon, où il y a quand même 10 puis une quinzaine de départements. Ce n'est pas tout à fait rien. L'objectif, c'est d'affirmer. Alors, encore une fois, je répète qu'il y a un brouillage des appartenances. Hein. Donc, on n'a pas les militants syndicaux. Enfin, je n'ai pas lu les archives, mais compte tenu de ce qu'on sait, c'est bien évident qu'on n'a pas la position du syndicat machin au sein du CDL. Il y a suffisamment de contradictions en face d'autres sortes pour qu'on ne joue pas les contradictions internes. Bon, on voit bien dans ce que j'ai lu, dans les 2 bouquins qu'on travaillait sérieusement l'un et l'autre, même si après on peut débattre des conclusions, qu'il y a la volonté d'affirmer de nouvelles formes de démocratie par la reconnaissance d'instances nouvelles qui sont des instances issues de la libération, de la résistance. On sait bien que cette résistance-là, c'est une résistance dans laquelle le syndicalisme a pesé d'un poids déterminant. Bon, ils n'en sont pas à faire un programme du Front populaire ni un programme local. Tout ça, ça se passe en 1 mois et demi, encore une fois, dans une France qui est encore en guerre et en même temps, il y a des contradictions avec le préfet. Mais il est vrai que ce n'est pas purement local, à la différence des entreprises, où on a vraiment des expériences qui diffèrent très profondément selon la méthode du travail et des entreprises. Là, il y a quand même une volonté, encore une fois, localisée, c'est la France. Il n'y a aucun département du Nord, hein, Paris n'est pas présent, on ne fait pas le d'été. Et après, ils montent à Paris, et quand ils montent à Paris, c'est pour dire que c'est fini, quoi. Parce que le rapport de force n'est absolument pas le même. Indépendant même de l'action de Liège. L'État rentre chez lui, l'État est à Paris. Et il y a tentative pour. Et d'une certaine manière, le prolongement, mais quand arrive le prolongement, c'est fini, c'est les États généraux de la résistance française, en juillet 1945. Mais quand ils sont venus, on est après décembre 1944, c'est-à-dire qu'on a déjà tourné la page et on a déjà dit qu'on n'en devait pas se substituer aux instances élues. Donc, oui, il y a l'amorce de... Il n'y a pas de... Enfin, moi, ce qui m'a intéressé dans le bouquin du collègue allemand, dont Mathieu, il ne parle que des entreprises et du rapport avec la Confédération et celle qu'il a évoquée. C'est intéressant dans le bouquin de prendre à la fois les CDL, les usines et la presse. A priori, ça n'a aucun rapport, mais on voit très bien comment on a là 3 modalités de redéfinition de la démocratie ou de la démocratie économique et sociale, avec un rapport de force qui se cherche, avec des acteurs qui sont totalement différents et qui se renversent à peu près dans les mêmes temps, qu'il s'agisse de la presse ou qu'il s'agisse des CDL. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas d'ordre stratégique, mais qui est l'affirmation d'un poids gagné et qui doit permettre de vivre et de diriger, enfin, bref, une autre forme de citoyenneté, mais je parle avec des termes contemporains. Au plan confédéral, je serais plus près de toi, mon Dieu, hein, mais donc plus près de la contradiction, où le rapport de force se négocie,
Saint-Michel Margueras demande très bien sur la sécurité sociale, hein, comment Croiset, attention, demain il sera trop tard. Donc on y va, c'est pas tout ce qu'on voulait, mais bon, il est clair qu'au niveau confédéral et dans la mise en œuvre des réformes structurelles de la charte du CNR, on avance au plus près, mais on sent au plus près, ça veut dire qu'on sent d'autant plus la nature de la contradiction, qui n'est pas tellement les alliés, enfin aussi c'est les alliés en termes économiques, mais qui est le fait d'être rentré chez lui. Donc il y a un phénomène de distance géographique et de distance politique. Alors, ça, à ma connaissance, et en tout cas dans les deux ouvrages, c'est un peu ça qu'ils cherchent, ils ne disent pas, c'est qu'ils n'ont pas trouvé, il n'y a pas non plus de condamnation, donc une sorte de mise en garde, parce que je veux dire, ils peuvent pas être autoritaires à la fois en même temps. Mais j'ai un peu le sentiment, finalement, que chacun, dans l'espace où il est, travaille au plus près le rapport de force, c'est un petit peu comme sur un bateau à voile, qu'il n'est pas de même nature selon les lieux, selon les instances, selon la géographie, et qu'en dernière analyse, c'est au niveau national que ça se passe. Avec, malgré tout, le fait qu'il faut quand même attendre la fin septembre 1947 pour qu'on mette un terme aux dernières usines réquisitionnées. Donc ça veut dire que du côté de l'État aussi, c'est pas prêt pour tout non plus. Hein. L'État rentre chez lui, d'accord, mais après, il faut localement qu'il réinstalle, alors qu'il le réinstalle par la loi, et par des lois qui sont aussi la prise en compte de ce qu'est le rapport de force. Donc c'est la dentelle. Hein. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, il faudrait voir plus en détail les interventions, mais encore une fois, le bouquin de Gerbrand, c'est ça qu'il cherche. Alors, comme il ne le dit pas, on peut supposer que ça n'a pas une évidence absolue, l'existence de la tradition. En tout cas, Frachon ne descend pas ni à Avignon, ni à Vizy, il a tout chafouetté. Hein. Mais on pourrait supposer que c'est un front suffisamment important pour que la Confédération. Bon, il y a Saillant qui y est, mais Saillant il est pour le CNR, et il n'y a pas de dirigeant confédéral qui est en tant que dirigeant confédéral. Mais encore une fois, ce n'est pas pensable. Pas bon. La France est encore en guerre. Enfin, et contre qui est-on en guerre? C'est compliqué. Est-ce que les doigts se lèvent? Est-ce que les doigts se lèvent sur Internet? Ah, Joël, on va te faire passer le micro. Oui, pour un petit peu aller dans le sens de ce que dit Daniel, il y a aussi les affaires de désarmement aussi. Je sais qu'à Marseille, bon, j'avais été faire une conférence et j'avais discuté avec des camarades qui avaient participé. C'était Aubrac qui était préfet à Marseille, et à Marseille, il ne voulait pas désarmer. Et c'est Aubrac qui était commissaire du gouvernement, bien que c'est pour illustrer un peu les contradictions. Il y avait eu de mise en place une sorte de municipalité un peu autonome, qui voulait gérer par elle-même, etc., les choses. Et c'est Aubrac qui avait fait désarmer la résistance. Dans le rapport de force, c'est un élément significatif, me semble-t-il, de justement ces mouvements un peu de chat et de souris entre les forces en présence. C'est pas par hasard si De Gaulle nomme dans un certain nombre de régions, enfin je veux dire, il sait qui est Aubrac, il sait qui est Iffarge, il sait qui est Saillant, quoi. En même temps, il est essentiel pour De Gaulle de s'appuyer sur des gens qui sont susceptibles d'être entendus à un moment donné, parce qu'encore une fois, chacun se cherche. En n'oubliant quand même pas que malgré tout, ça c'est très intéressant, je ne sais pas le sujet, mais le bouquin il est vraiment construit sur une comparaison entre la France et l'Italie. Alors, l'Italie du Sud, elle a été libérée par les Alliés, donc là, il y a une contradiction majeure en Italie avec les Alliés, et une opposition Nord-Sud qui est évidemment beaucoup plus forte que la France, puisque la chronologie de la libération n'est pas la même, et que la place des Alliés n'est pas la même. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Mais oui,
encore une, ça c'est aussi la dissolution des milices patriotiques, avec une tentative de la part du syndicat, de la CGT, de mise en place, comment il s'appelle, comme je connais ça ne donne pas grand-chose, je vais laisser tomber. Les comités patriotiques d'entreprise qui sont créés à la fin 1944, qui se distinguent des comités de gestion où on les crée, dans la mesure où c'est une initiative plus générale, et il s'agit de créer le lien entre les syndicats de l'entreprise et l'extérieur. Donc il y a une volonté de territorialisation de l'action syndicale. Et à Lyon, donc c'est à la fois la CGT, les mouvements de résistance, le Parti communiste et l'Unitec. Peu de vitalité, ça disparaît un peu tous en même temps. Jusqu'où peut-on aller? Très vite, on va jusqu'où on peut aller, mais c'est-à-dire ce n'est pas la révolution, mais personne n'a jamais parlé de révolution. De toute façon, par contre, la question du désarmement, on sait très bien que dans toutes les régions, notamment dans toutes les régions de maquis, ce n'est pas forcément simple ni à dire, ni moins à faire appliquer. Bon, mais malgré tout, si moi je dis souvent que, en termes de manif, que la France, ce n'est pas l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres, parce que en Allemagne, ils sortent de 18, ils sont 20, mais ils ont tous des armes. Hein, et donc, dans les manifs, tout le monde a des armes et donc on meurt. Avant même que le fascisme ne s'en mêle. En France, il n'y a pas d'armes à feu. Bon, en 1944, tout le monde n'a pas rendu les armes, mais malgré de temps en temps, ici ou là, un problème qui montre que tout le monde n'a pas tout à fait rendu toutes les armes, elles ne sont pas sorties massivement en 1947. Au total, ça. Le retour à la normale, il s'est opéré, et encore une fois, il s'est opéré sur la base d'un compromis qui permet de sortir de la crise libérale de la détente, en évitant cette réponse qui a pu être l'État autoritaire et le fascisme dans d'autres États. Par rapport à ça, ça ne devait pas être si facile que ça, parce que entre les syndicats qui pouvaient siéger dans les comités, etc., il y avait eu pendant la guerre quand même des conflits importants. Il y avait eu des dénonciations de camps, il y avait eu et on a du mal aujourd'hui à mesurer comment ils pouvaient se réunifier en ayant eu toute cette histoire derrière eux au niveau de la base, enfin des territoires, des entreprises, etc. Parce qu'il y avait eu des règlements de compte qu'on mesure mal et pendant la guerre et à la sortie de la guerre. Donc, moi, je suis assez sceptique quand on voit les problèmes d'aujourd'hui et ceux qu'ils pouvaient avoir. Nous, on n'arrive pas à se rassembler et eux, dans des situations quand même compliquées, ils arrivaient à se retrouver, même si les conflits persistaient d'une certaine manière. Oui, d'un autre côté, je me disais hier soir, en ayant fini tout ça, et en m'étant dit que c'était plus compliqué que ce que je croyais au départ, et la preuve, c'est que je n'avais pas vraiment de conclusion, c'est qu'on pourrait complètement recomposer, je vais m'appuyer sur ce que tu viens de dire, si on recompose la chronologie, on peut se dire que finalement, on a un syndicalisme fondamentalement divisé 1909-1910, hein, sur des bases de participation de la nation ou pas, avec cette parenthèse qu'aurait été 1936-1947. Alors, je sais bien que dans la parenthèse, j'aurais ma parenthèse intérieure, mais on peut dire que le seul moment où on a eu, j'ose même pas dire unité, c'était oui, enfin un syndicalisme unifié, sur ces marges du CFCC, mais qui est un peu plus puissant, c'est le moment où, confronté à une crise absolument majeure, fascisme sous sa double forme, finalement, intérieur 34-37 et puis extérieur avec la guerre, soit les contradictions au sein du peuple, il fallait y aller, même si ce n'était pas simple tous les jours, et puis chasser le naturel, tout revient au galop. Enfin, on a peut-être pas intérêt à sectionner en tranches à ce point-là, c'est pas tout à fait les mêmes, il y a des glissements, c'est pas une continuité absolue, mais
On a peut-être ce moment d'exception qu'aurait été 36-47 et pas l'inverse. C'est triste, hein, c'est comme ça. Hypothèse. Oui, Gilbert. Moi, je vais juste sur sur Zoom et j'ai deux questions par écrit et une question peut-être à l'oral. Donc, je vais essayer de passer Jean Belin à l'oral. Les deux questions à l'écrit, il y en a une qui est très générale en fait. Hein, vraiment, c'est peut-être Daniel, si tu pouvais dire quelques mots sur le rôle essentiel joué par les femmes pour animer et fédérer la résistance. Voilà. Donc, voilà. Et la deuxième, c'était il serait utile d'examiner le lien avec la présence d'Ambroise Croizat et celle de Marcel Paul, militant CGT au gouvernement, avec les syndicats CGT. Donc, lien entre les ministres communistes, les ministres CGT et les syndicats CGT. Il donne un exemple, c'est les comités mixtes de production à la production, qui sont des éléments centraux dans la nationalisation du gaz et de l'électricité. Voilà, donc on a ces deux questions à l'écrit. Et puis peut-être je vais essayer de passer la parole à Jean Belin pour qu'il puisse nous poser sa question. Je ne suis pas sûr que la technique va suivre, mais on va le savoir tout de suite. Jean, il faut que tu réactives ton micro. Voilà. On m'entend? On t'entend à peu près, ouais. Ah bon, je vais essayer de parler assez fort. Oui, Jean Belin, Côte d'Or. Rien à voir, bien sûr, avec René Belin, même si nous étions tous deux agents du PTT et militants. Rien à voir avec la famille. Simplement, ce que j'aurais à dire, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Marie Dumas. Par exemple, concernant le fonctionnement, notamment du CDL. Je pense qu'effectivement, d'un département à l'autre, c'est un peu compliqué pour savoir ce qui s'est passé. Je pense que c'est propre à chacun son histoire. Par exemple, en Côte d'Or, il faut savoir que déjà, à la veille de la guerre, c'est la tendance confédérée qui était, et de loin, majoritaire dans la direction de l'UD et de la Bourse du Travail. Je ne parle pas des dénonciations qui ont pu être faites, des exclusions, bien évidemment, des militants unitaires et communistes des différentes directions, la dissolution des syndicats tenus et dirigés par des communistes. Mais, par exemple, en Côte d'Or, comme nombreux départements, les militants unitaires de la CGT et les militants communistes ont été parmi les principaux militants actifs qui ont mis en place les mouvements de résistance, FN, FTPF, dans lesquels on retrouvait essentiellement des militants communistes, mais pas que. Il y avait des gaullistes, il y avait des socialistes, il y avait des chrétiens, etc. Il y avait d'autres mouvements de résistance qui ont été mis en place par des gaullistes ou par des socialistes. Lorsqu'a dû se mettre en place le comité départemental de libération en Côte d'Or, en novembre 1943, ça a été à l'initiative déjà du Front National, la première union. Et lorsque celui-ci s'est constitué, dès le départ, les socialistes sont devenus majoritaires à l'intérieur. D'ailleurs, on va les retrouver après la libération de Dijon et du département de la Côte d'Or à la tête de toutes les institutions, excluant tous les autres, notamment les communistes, qu'on ne trouve aucun poste. Quand il a fallu, aux premières réunions de constitution du CDL, on n'avait pas pensé y mettre la CGT. Le secrétaire de l'UD avant la guerre, c'était un confédéré, et les communistes ont proposé à ce qu'au moins, pour qu'on retrouve un petit peu toutes les tendances des mouvements de résistance dans le département de la Côte d'Or, il puisse y avoir les deux tendances principales de la CGT. Un unitaire et le confédéré qui était le secrétaire de l'UD, Marcel Petit. Après, et ça sur proposition du Front National et notamment du Parti communiste. On ne retiendra que celui de confédéré, on exclura l'unitaire, bien évidemment. La libération étant faite, se mettent en place les institutions et à l'évidence, c'est le responsable de la CGT qui reste encore au CDL, qu'on n'a pas vu d'ailleurs pendant l'occupation, pendant la guerre, qu'on va retrouver. Ce qui va conduire à des discussions et qui vont être tendues, bien évidemment, on va retrouver un peu des tendances unitaires, mais je pense qu'il y a eu une volonté, notamment des ex-unitaires, de faire en sorte qu'on reparte la bataille en sobre, qu'on travaille, je dirais, le plus unitairement possible pour mettre en œuvre les décisions qui ont été prises par le CNR, c'est-à-dire à la fois le programme social, bien évidemment,
et puis en même temps engager des luttes qui s'inscrivent dans ce qu'a dit Daniel, hein, notamment. Donc je pense que c'est une situation qui est propre à la Côte d'Or. Pour ce qui est de la Côte d'Or, peut-être le retrouve-t-on ailleurs, mais je pense que chacun a son histoire avant, pendant et après la guerre, et en fonction de ça, je pense que les choses se sont mises en place dans ces conditions-là, quoi. Merci. On est terminé. Tu as beaucoup entendu, tout entendu. Oui, c'est la particularité de la Côte d'Or. Oui, alors, avec, sur la Côte d'Or, je n'ai évidemment rien à dire. Bon, si ce n'est que, c'est ça qui est compliqué, mais on le retrouve d'ailleurs dans l'historiographie dont on dispose, c'est-à-dire que chacun a son histoire et en même temps, c'est une histoire commune, et comment on fait pour articuler le fait qu'indéniablement chacun a eu son histoire et que malgré tout, c'est une histoire commune et qu'au total, c'est quand même l'histoire commune qui a surdéterminé les histoires de chacun. Donc, ce n'est pas facile à analyser, ce n'est pas facile à écrire et ce n'est pas facile à penser, sauf à rentrer dans la caricature le haut, le bas. Voilà. Et si on ne veut pas rentrer dans le haut, le bas, c'est pas... Bon, sur les ministres et les syndicats, oui, c'est tout à fait important. Moi, c'est ça que je pense quand je dis que la notion de véritable démocratie économique et sociale, elle redéfinissait, elle visait à redéfinir, et je pense qu'elle a un temps redéfini les modalités de la citoyenneté, au sens où, dans la Troisième République, et jusqu'à la Libération, la citoyenneté se définit par le vote, ce qui exclut les femmes. Bon, en 1946, il y a un élargissement de la citoyenneté comprise dans ses formes classiques avec un élargissement aux femmes, mais ce qui me paraît important, c'est que l'ensemble des réformes structurelles, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui permettent ces réformes structurelles, et donc là, on trouve très directement l'exemple de l'EDF ou on trouverait l'exemple de l'aéronautique, l'ensemble de ces processus permettent des formes d'intervention du syndicalisme dans le politique et dans une relation aux instances politiques, et je dirais à des dirigeants politiques, c'est-à-dire à des ministres, qui se trouvent être par ailleurs d'anciens syndicalistes, qui sont d'une nature totalement différente et qui sont politiques au premier chef, puisque c'est quand même, c'est là le dur des réformes structurelles qui vont construire la France avec laquelle nous avons vécu jusqu'aux années 70. Donc, c'est tout à fait essentiel, et je pense que là, il y aurait un travail à faire, je ne sais pas bien comment, mais il me semble finalement que pendant cette période de la résistance et à la libération, le syndicalisme, et notamment les ex-unitaires, ont redéfini leur rapport aux politiques, parce que le politique classique n'existait plus, mais ont inventé des modalités nouvelles du politique qui leur ont permis de peser au premier chef et sous des formes originales, dont celle-ci, sur la redéfinition, non pas des institutions, mais la nation, la vie politique et au sens le plus large possible de la nation. Et je ne dirais pas qu'il s'efface, mais indéniablement, on sait bien que la politique reprend son cours puisque les mouvements de résistance auraient souhaité la constitution d'un parti unique de la résistance. Il y a échec de cette aspiration. Le mouvement de la résistance, c'est le retour je ne veux pas être des anciens partis, je veux parler comme De Gaulle, mais des forces politiques classiques. On sait bien que l'articulation Parti communiste CGT est une articulation complexe et qu'on la voit aussi rejouer là et qu'on la voit jouer après les municipales. Pourquoi et comment ces formes redéfinies du rapport politique, alors qu'ils jouent d'autant mieux qu'il y a encore des ministres communistes et syndicalistes qui évidemment va jouer d'autant moins bien qu'on aura pris le tournant de 47 dans ce domaine, comment est-ce que ça laisse la place au sein de nos organisations à un retour du rapport classique du syndicat aux politiques? C'est une question que je me pose. Je pense qu'il y aura un travail très fin à faire pour... J'avais été un peu aux archives pour voir si je trouvais des trucs, mais bon, c'est écrit nulle part, ces trucs-là. Non seulement c'est écrit nulle part, mais je ne sais même pas où est-ce qu'on peut le trouver. En tout cas, je souscris fortement à la remarque et je pense qu'il faut en élargir la portée. Alors sur les femmes, oui, j'ai parlé de résistance fonctionnelle, ça avait bien été montré dans un numéro spécial du mouvement social sur une étude sociale de la résistance qui montrait comment les hommes et les femmes étaient entrés en résistance à partir de ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire
les stylos-dactylos, elles étaient assistantes techniques dans la résistance et tapaient des tracts clandestinement dans les caves. Ça n'excluait pas que certaines étaient condamnées à mort pour ça, avaient été arrêtées condamnées à mort. Les cheminots, ils faisaient dérailler les trains. Les téléphonistes écoutaient les communications. Les téléphonistes. Oui, bien sûr. Oui. Donc, chacun a continué à faire ce qu'il savait faire. Dans des formes évidemment différentes, parce que faire dérailler un train, ce n'est pas tout à fait faire en sorte que le train ne déraille pas, mais c'est à partir d'un même savoir professionnel. Les communications, c'est pareil. Alors, pour les femmes, il y a eu très vite une forme d'intervention spécifique, on dirait aujourd'hui des pratiques genrées de la résistance qui ont été mises en place explicitement par le Parti communiste, avec le développement précoce ce qui s'appelle pendant la guerre les manifestations de ménagères. Alors, c'est un terme éminemment genré, hein, on joue la dimension genrée, c'est-à-dire que les femmes vont dans les queues de boulangerie, ou autre chose, hein, et mobilisent pour qu'à un moment donné, il y ait une protestation collective qui soit le fait de femmes, souvent accompagnées d'enfants. C'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui se termineront très mal, hein, mais c'est malgré tout plus compliqué à réprimer que des mineurs en grève, du point de vue de l'image. Donc, c'est sur la base du ravitaillement, avec une chronologie. Alors c'est intéressant parce qu'on voit comment, jusqu'en 1942, en 40, c'est extrêmement volontariste, c'est vraiment c'est micro, c'est des militantes, c'est dans les banlieues communistes, enfin les ex-banlieues communistes. 41-42, c'est les 2 hivers, hein, c'est au moment où là on voit la crise de subsistance presque de type d'histoire moderne s'accentue, donc il y a un vrai mécontentement, et donc là on essaie de canaliser avec succès, hein, c'est ce mécontentement, enfin, c'est la fin, pas le mécontentement, la fin de FAIM, pour protester et souvent pour obtenir un certain nombre de résultats du point de vue des marchandises qu'on met à disposition quand il y en a un petit peu. Et à partir de 43-44, on est dans la stratégie du politique. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une stratégie globale où chacun joue sa carte, mais joue chaque carte à partir d'une stratégie politique qui convergera sur ce que tu évoquais tout à l'heure. Mais oui, il y a une spécificité. Alors, ce qui est intéressant, Claire Andrieux l'avait montré dans un article dans ce numéro du Mouvement social, c'est que ces femmes, enfin, les demoiselles du téléphone ou les dactylos, ça, elles sont absolument sous-représentées dans les cartes, dans les demandes de cartes de résistants à la libération et durablement. Et quand on fait des entretiens, elles disent que moi j'ai continué à faire ce que je savais faire, c'était la résistance, ou ces femmes qui avaient porté de la nourriture au maquis, qui se sont pas vécues, enfin qui par rapport à la résistance armée, qui est comme une deuxième image de la résistance, n'ont pas eu le sentiment qu'elles avaient fait quelque chose qui méritait qu'on les récompense, qu'on les reconnaisse, et donc il y a une sous-estimation dans la comptabilisation de la place des femmes dans la résistance. Moi, par rapport à ce qui a été dit sur les cheminots, je pense que l'IHS cheminot va contribuer à apporter des réponses, puisqu'ils écrivent là sur le 3e tome, cheminot, ça fait une histoire. Mais moi, il y a plusieurs questionnements. D'abord, pourquoi les cheminots plus que d'autres, etc. Je pense que ça a été assez répandu, notamment dans certains ouvrages, témoignages de Robert Hermiou, etc., qui témoignent du fait que les cheminots ont été peut-être plus fortement que certains confrontés aux conséquences de l'occupation allemande, du régime de Vichy, etc., d'avoir une entreprise qui était soi-disant gérée par l'État français, mais qui était complètement pilotée par l'occupant nazi, hein, avec des conséquences sur le travail au quotidien des cheminots. Une entreprise aussi qui a vécu en direct, d'abord le pillage de la France, parce que c'est eux qui acheminaient les convois qui partaient en Allemagne, de la production française,
et puis après qui ont vécu aussi en direct les convois vers les camps de la mort. Je crois quand même que dans la corporation cheminote, y compris ceux qui n'étaient pas engagés, parce que bon, on peut pas dire, il ne faut pas s'imaginer que c'était la majorité qui était engagée dans un combat de libération nationale ou dans un combat de résistance, mais quand même qui a peut-être facilité l'élargissement, je veux dire, du rapport de force. Et puis, il y a une stratégie qu'a évoquée Daniel, qui est quand même une stratégie, moi, qui m'a toujours un peu étonné, c'est étonné dans l'application et dans la rigueur de la discipline d'application, c'est comment on réintègre les syndicats légaux, quoi. Et donc, on a été écarté, on a été dénoncé, on a été exclu de la CGT. Et puis, des camarades qui n'ont pas été... Bon, il y a ceux qui sont partis de la clandestinité, le Tournemène, etc. Et puis, ceux qui n'ont pas été détectés comme tels, mais qui restent dans leurs convictions idéologiques et dans leurs convictions politiques, qui, à l'appel de personnages comme Frachon, hein, parce qu'il y a quand même quelques articles dans l'Humanité clandestine ou dans la VO clandestine, où Frachon, dès le début, appelle à l'unité, quoi. Malgré les traitements qui ont été faits, qui appellent l'unité du mouvement ouvrier, etc., et qui intègrent les syndicats légaux, on va dire, et qui mènent une action un petit peu clandestine par rapport à ceux qui se portent idéologiquement au sein des syndicats légaux. Je trouve que c'est fort. Après, moi, le deuxième questionnement, mais là, peut-être ça sera répondu, peut-être que Daniel nous apportera. Moi, c'est pourquoi. Alors, la création de la SNCF, la Société Anonyme en 1938, au niveau des unitaires, ça ne convient pas du tout, quoi. On a les fameux discours de Semar, etc., disant la nationalisation reste à faire, on crée une société anonyme où les 49% des parts qui sont quand même aux anciennes sociétés privées. Et puis, ce n'est pas du tout dans la vision, y compris des transports des unitaires. Et pourquoi, dans le rapport de force qui existe à la sortie de la guerre, il n'y a pas de bataille pour modifier le statut et créer une vraie nationalisation avec une place plus importante des salariés et puis des syndicats dans la gestion de l'entreprise, etc. Alors, est-ce que c'est lié à la nécessité, après, de reconstruction du pays et je viens de faire avec une entreprise stratégique et il faut construire des milliers de ponts, d'ouvrages d'art, etc. Il faut reconstruire des voies, donc la priorité est là, elle n'est pas ailleurs. Ou est-ce que c'est une idée qui a été plus ou moins oubliée, mais ça m'étonnerait parce que dès 1948, quand même, voilà, le mouvement syndical repart et on repart à la bataille. Mais il y a cette période de 44, 45 à 48 où on a le sentiment que la CGT n'est plus porteuse, ou les militants de CGT ne sont plus porteurs de cette idée d'une nationalisation, alors qu'on crée des LGDF et on nationalise à tour de bras. Et nous, on a cette fausse nationalisation et on la laisse en fausse nationalisation, je l'appellerai comme ça. Mais peut-être Daniel a des éléments à nous apporter là-dessus, mais peut-être que les cheminots vont pas apporter des réponses dans leur travail. Moi, j'aurais tendance à dire, mais je sais que c'est la dimension peut-être de la production qui l'emporte du côté stratégique. De mémoire, il faudrait que je revoie, mais je l'ai quand même relu pour je ne pense pas que cette question ait été abordée telle quelle dans le colloque nationalisation, et c'est bien dommage. Là, je trouve que tu soulèves un lièvre qui mérite d'être poursuivi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je retiens la question en tout cas. Est-ce que nous avons d'autres intervenants? Écoutez, moi je vous propose déjà de remercier chaleureusement Daniel. C'était passionnant et je trouve que les différentes approches du problème qu'elle a mené sont passionnantes et on l'aborde rarement sous ces différents angles-là, cette période-là. Donc, je vous remercie chaleureusement et puis je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine conférence Sortir de crise qui sera présentée par Hélène Boisson. Et on sera dans la suite, puisqu'on sera dans les années 47, et puis la scission de 47, et puis derrière les années de guerre froide, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, et merci à tous nos auditeurs et à tous les spectateurs. Merci, les spectatrices, bien entendu, les auditrices, bien entendu. Ah oui.